L'Aerox, ce mot est sur toutes les lèvres. Et pour cause, l'Aerox affiche une croissance affolante, réunissant des millions de pratiquants aux quatre coins du monde. À chaque ouverture de billetterie, les places s'arrachent en quelques minutes à peine, remplissant des enceintes mythiques, du Singapore National Stadium au quai de New York en passant par le Grand Palais. Aujourd'hui, un événement, c'est entre 40 et 50 000 personnes sur 4 à 5 jours. Loin d'être un simple phénomène de mode, l'Aerox s'est imposé comme une véritable machine de guerre, bâtissant en un temps record un écosystème complet et ultra solide. Et le plus fou dans tout ça, c'est que le début. Les ambitions pour l'Aerox sont vertigineuses. Un réseau d'affiliation massif avec les salles de sport qui voit affluer de tout nouveau public. Aujourd'hui, les parents, on peut se dire, je vais à la salle, m'entraîner avec mon enfant. En plus de ça, on apporte encore socialement un truc qui est formidable. Une structuration des droits médias pour la scène professionnelle ou encore des discussions très sérieuses et avancées pour faire de l'Aerox un sport olympique. Et nous, on a vraiment le target 2032 en tête. Alors pour comprendre comment fonctionne ce rouleau compresseur, on a reçu Maxime Villalongue, l'artisan de cette expansion spectaculaire sur le territoire français. Maxime a été l'un des tout premiers à déceler le potentiel de cette discipline quand personne n'y croyait vraiment, avant de propulser la France parmi les plus gros marchés pour l'Aerox dans le monde. Tu te mettais à une terrasse de café, sur 100 personnes, tu en avais peut-être une et demie qui savaient ce qu'on était Aerox. On s'est dit en 2 ans, on veut la même terrasse, 100 personnes, il faut qu'au moins 95 répondent on connaît Aerox. Dans cet épisode, il nous livre les secrets de l'une des croissances les plus fulgurantes de l'industrie du sport. Je suis même sûr et certain, là on écrit les livres d'histoire du sport. Les mécaniques derrière ce succès, le modèle économique de l'Aerox ou bien encore les nombreuses innovations pour offrir des expériences toujours plus spectaculaires. Tu fais ta course avec un DJ genre David Guetta qui vient, tu vois. L'occasion également de découvrir une personnalité au parcours profondément inspirant entre résilience et passion pour le sport. Et moi, mon but, ma mission depuis toujours, c'est de mettre les gens au sport. Je veux que les gens, la société fasse du sport, des petits aux grands. Alors prenez place et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cross Layers avec Maxime Villalongue, le chef d'orchestre de l'Aerox en France. Bienvenue dans Cross Layers, je suis très heureux de te recevoir Max. Pour l'anecdote, tu fais partie des premières personnes à qui j'ai pensé quand j'ai monté ce format, parce que déjà ton parcours est ultra impressionnant, on va en parler tout à l'heure, et très inspirant. Et puis aussi parce que l'Aerox, c'est pile ce qu'on regarde chez Cross Layers, donc tous les modèles qui sont à mi-chemin entre le sport, l'entertainment, la passion et les communautés. Donc déjà un grand merci Max d'être avec nous aujourd'hui, c'est vraiment très cool. Merci à toi. Max, on a une question qu'on pose à tous nos invités pour commencer. Est-ce que tu peux te présenter et aussi nous rappeler, c'était quoi ta passion d'enfance? Moi je suis Max, j'ai 34 ans depuis peu. Je suis aujourd'hui le country manager de Aerox en France depuis août 2023, moment où je l'ai importé d'Allemagne en France. Avant ça, rapidement, moi j'ai fait du rugby pendant 20 ans, de mes 8 ans un peu moins jusqu'à mes 27 ans. J'ai fait du rugby à haut niveau, Stade français pendant 8 ans, Espoir Racing. Champion de France Espoir Racing. Après, je suis parti jouer en fédéral 1 à Aix-en-Provence. J'ai compris que j'étais pas assez bon pour être pro. Donc, j'ai arrêté. Je suis parti en fédéral 2. Je suis remonté à Paris. J'ai continué des études dans l'économie et dans l'immobilier. Et au moment de mon master, en fait, je joue encore au rugby de façon amateur. Et il m'est arrivé un accident de rugby assez grave, hémorragie interne, hémorragie cérébrale, coma. Et du coup, tout s'en est suivi une phase de rééducation pour apprendre à parler, marcher, tout ce que tu veux. Donc c'est pour ça que je fourche parfois, tu verras quand je parle, faut pas hésiter à me le dire. Et en fait, comme tout accident, toutes les personnes qui vont te le dire, en fait, il y a eu l'avant et il y a l'après. Et l'après, c'est ok, donc là j'ai eu chaud au cul, j'ai failli y passer. Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Si jamais ça m'arrive à nouveau, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donc c'est pour ça que j'ai décidé de m'orienter vers quelque chose qui me ressemblait, qui était un fil rouge toute ma vie, qui est le sport. Et je crois que c'est pas de sportif, coach sportif, pardon.
Et de fil en aiguille, il finit par arriver chez Aerox. Mais donc voilà, c'est un peu tout. Rugby, beaucoup de sport toute ma vie, un peu d'études, beaucoup de copains, de rassemblements, de tout l'esprit que le rugby véhicule. Et, voilà. Qu'est-ce que tu as trouvé dans le sport que tu ne trouvais pas forcément ailleurs? Le sport, pour moi, c'est juste prendre soin de soi. Tu vois. Le sport, la base du sport, c'est juste prendre soin de la machine, notre corps. C'est notre machine qui nous permet de naviguer dans cette vie, de grandir, d'évoluer. C'est le corps. Si je marche, c'est mon corps. Si je porte un sac à dos, des courses, c'est mon corps. C'est mes muscles. C'est vraiment c'est la base. Tu vois. Bon, le sport, c'est vraiment prendre soin de soi et de sa machine. Et on prend soin de son esprit quand on médite, quand on lit, quand on apprend des choses. Mais le corps, c'est la première des choses. Et ensuite, l'esprit aussi, on vient la vie. Donc moi, le sport, en tout, c'est ça. Oui, c'est prendre soin de mon corps. Comment je le fais? Quelles sont les techniques? Quels sont les sports? Tout ça. Après, il y a des sports qui t'attirent plus que d'autres. T'attires parce que c'est collectif, parce que c'est individuel. Avant, j'étais attiré par le collectif, par le rugby. Aujourd'hui que j'ai arrêté, je suis plus attiré par vraiment l'essence du sport pur, la possession de son corps, la réappropriation de son corps et la confiance que peut donner le sport en son corps et en soi. Parce qu'un corps qui est fort et qui s'entraîne, qui est aiguisé, c'est une confiance en soi qui est réaffirmée, tu vois. Et du coup, c'est ce que représente le sport pour moi aujourd'hui. Ok. Et surtout, avec le passif que j'ai, ayant fait du sport au haut niveau, en ayant eu un accident au rugby et en étant revenu après grâce au sport, pour moi, le sport, c'est vital. Ça m'a fait tomber grâce au rugby, ça m'a éduqué aussi grâce au rugby plus petit, et c'est ce qui m'a fait revenir très vite grâce au rugby, grâce au sport après mon accident, et c'est ce qui aujourd'hui est mon métier, tu vois. Ouais. Donc, ma mission, c'est de faire comprendre aux gens l'importance du sport, tu vois, dans la vie de tous les jours, et comment ça peut te permettre d'être beaucoup plus efficace et juste bien dans ta tête, bien dans ton corps, bien avec les gens. Du coup, tu as pas mal de métiers différents, pas mal de casquettes différentes, Max. Tu me rappelles tout à l'heure que tu étais encore coach de sport, même aujourd'hui. Tu es aussi dans Aérogangle, un run club parisien. Un sport club parisien, exactement. Et tu es aussi donc, à la tête de l'Aerox en France. Est-ce que tu peux rappeler aux quelques personnes, je ne pense pas qu'elles soient très nombreuses aujourd'hui, qui ne connaissent pas encore ce qu'est l'Aerox, ce que c'est? Aerox, c'est une course. On peut la comparer à un marathon, un semi. C'est une course, c'est un début, il y a une fin. Et le but, c'est le plus vite possible du départ à l'arrivée. Sauf que la différence d'un marathon, on va faire que courir pendant 42 km. Là, on va courir, mais tous les kilomètres, on va faire un exercice que l'on dit fonctionnel. Fonctionnel, c'est quoi? C'est un exercice qui, si on le met dans une vie quotidienne de tous les jours, qui aurait une fonction à peu près normale. Donc, qui dit fonction classique, dit exercice plutôt assez facile et accessible. Donc, 1 km d'exercice, de course à pied, un exercice, et on fait ça 8 fois. C'est un standard, c'est toujours les mêmes exercices, c'est toujours le même ordre, que ce soit en France, au Brésil, à Dubaï ou en Australie. Tu vois. Et donc, c'est un nouveau format. Pour moi, c'est une révolution du sport. Je pense que je suis même sûr, et certains, là, on écrit les livres d'histoire du sport. Il y a eu un avant, il y aura un après Aerox, parce que c'est la naissance d'un sport qui n'était pas là. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un public qui est trouvé très vite, et il y a une vraie expansion, c'est qu'en fait, le produit, il plaît à quasiment tout le monde. Parce qu'il était, le besoin était bien là, bien présent, sauf que personne ne l'avait vu avant. Moi, je suis à la salle de sport toute la semaine. Je fais de la muscu, je fais un peu de course à pied, je vais faire des bootcamps, je fais telle ou telle salle. Je ne passe pas ma semaine à courir. Je fais quand même de la salle, des bootcamps, droite à gauche. Mais si jamais j'ai envie de faire une compétition, qu'est-ce que je fais? J'ai que de la course à pied qui s'offre à moi. Il n'y a pas de compétition qui ressemble à ce que je fais toute la semaine. Et on l'a tous connu
On va à la salle, faire ces trucs et ces machins. Et quand on doit se préparer pour faire une course à pied, et ben, du coup, on arrête la salle pour faire plus de courses à pied. Ton corps, il évolue, tu maigris, tu as peu envie de maigrir parce que tu essaies de prendre de la masse depuis des mois. Et du coup, ça te remodifie ta balance, ta façon de faire. iRock, c'est, les gars, ne changez rien. Allez tous les jours à ce que vous faites, allez courir, allez à la salle, allez faire vos bootcamps. Sauf qu'à la fin, je te mets une compétition en face qui ressemble à ce que tu fais déjà. Donc, bah, trop bien. En fait, je ne change rien. J'ai juste accentué peut-être la force, peut-être l'endurance, peut-être la course à pied, le cardio, peu importe. Mais je garde la même structure que je fais depuis le début. Et je vais faire des compétitions qui ressemblent à ça. Ouais, et ça, il n'y a rien de plus simple. C'est vraiment basique. Il n'y a rien de difficile. Mais personne n'y a pensé avant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est juste... moi, quand je l'ai découvert en 2021, j'ai fait, mais bien sûr. Ouais, mais c'est quoi ce truc-là? Au début, il me semble que tu étais un des premiers en France, en tout cas, à avoir vu le potentiel qu'il y avait dans l'Aerox. Ouais. J'ai vu passer des extraits de toi qui expliquaient que on te prenait presque pour un fou, tu vois, dans un garage à tirer des chariots. Les mecs se demandaient, mais qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Comment t'expliques le fait que tu aies quand même eu besoin, malgré ce sentiment qui était là, ce besoin qui était là, d'évangéliser et d'éduquer le marché sur, en fait, ce sport-là, les gars, c'est vraiment un truc qui va tout péter. Parce que le format, il y a encore aujourd'hui, il fait peur à certains. Et c'est la peur du format qui a mis pas permis une expansion très très rapide tout de suite. Même si c'est rapide quand on regarde, c'est quand même allé assez vite. Mais le format, il fait peur à beaucoup. Aujourd'hui, c'est commun de faire un Irox quasiment, donc les gens y vont facilement. Mais à l'époque, on me prenait pour un fou parce que le format, il était genre, ils associaient ça à un ultra-marathon ou un truc comme ça, tu vois. C'était courir, pousser des chariots, des chars, des machins, et dans des hangars en Allemagne, c'était genre, enfin, c'est pas normal ce que tu fais. Et ma copine de l'époque, je me rappelle, elle voulait pas m'accompagner. Elle me dit, mais à aucun moment je vais aller te voir pousser des chariots dans des hangars en Allemagne, tu vois. Et donc, en fait, notre gros travail au début de Irox, ça a été de faire comprendre. Et c'est là où c'était très compliqué. Je vois que mon discours évolue aujourd'hui, tu vois. C'est que pendant 2 ans, on a dû trouver un point d'équilibre entre c'est hyper accessible, je n'ai pas dit facile, mais accessible, et en même temps, c'est hyper challengeant, parce que si tu es un sportif de haut niveau, tu veux faire de la perf, et est-ce que si on ne dit pas tout le temps que c'est accessible et se verra à tous, ça ne va pas dévaloriser, toi qui es athlète de haut niveau, ce que tu fais comme perf. Et du coup, on devait toujours trouver une balance entre ces deux-là, de communiquer de façon très pure, très honnête, mais très lissée pour contenter autant les mecs qui font de la perf et pas dévaloriser ce qu'ils font, autant ceux qui ont peur et qu'on veut attirer vers nous. Parce que moi, je sais qu'en les attirant, ils vont revenir. Ouais, tu as des chiffres là-dessus sur le nombre de gens qui participent et qui reviennent Je derrière? ne les ai pas en tête, mais on a quasiment 95% de personnes qui le font, qui le redisent refaire après. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais. Et c'est aussi une des forces du format, c'est que tu as plusieurs formats. Et t'expliquais du fait d'avoir quelque chose d'accessible. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu as une catégorie pro, une catégorie open, tu peux le faire seul, tu peux le faire en duo ou en groupe. Tu as même des catégories qui sont ouvertes pour les personnes souffrant de handicap. Il y a même eu les Youngstars il n'y a pas longtemps pour les Exactement, enfants, je crois que c'est de 6 à 15 ans ou quelque chose comme C'est ça. de 8 à 16. 8 à 16, Ouais. exactement. Donc, est-ce que c'est ça, tu vois, typiquement le secret pour concilier un sport qui est assez élitiste, parce que c'est quand même très difficile de faire un Aerox, et quand même le rendre accessible au plus grand nombre? C'est sur le format? Déjà, je dirais pas que c'est difficile. Je dirais que c'est juste. Ça dépend de l'intensité, l'intention que tu mets dans la pratique. Et encore une fois, c'est courir. Courir, ce n'est que mettre un pied devant l'autre. Un peu rapidement, mais c'est ça. Et comme je te disais tout à l'heure, les mouvements sont fonctionnels, donc très très faciles d'accès. Ça va être difficile si tu vises à faire un temps très bon. Mais si tu vises à terminer ta compétition, ça va être un challenge pas plus dur que
de marcher dans la rue. Enfin, tu vois, c'est pas si difficile que ça. L'intention que tu mets, moi, je suis pas d'accord avec le fait que ce soit difficile. Pour moi, tout est facile. Ouais, ça dépend de ton degré de préparation aussi. Moi, j'en ai fait 2, je peux te dire, j'ai souffle. Ah, mais oui, non, mais... En fait, le but, c'est de se dire que le sport aussi, moi, j'en fais tous les jours. Parce que je veux me dire, je vais être prêt à tout. Je veux que tu me dises demain, viens, on fait Paris-Marseille en vélo, je veux le faire. Tu me dis, viens, on fait le pic du Mont Blanc en courant, je veux le faire. Je veux qu'on me dise, traverse le lac d'Annecy à la nage, je veux le faire. Pourtant, je suis pas bon en vélo, je suis pas bon en trail, je suis pas bon à la nage, mais physiquement, mon corps est prêt à tout faire et à tout encaisser. Et du coup, quand tu fais ça tous les jours, je ne dis pas qu'il faut se mettre des charges tous les jours, c'est juste qu'il faut s'entretenir tous les jours, écouter son corps, dormir, manger, le classique, le triptyque classique. Si tu fais ça, il n'y a rien de difficile. Ton corps, il est armé. Et ton Hyrox, il n'est pas difficile. Ouais, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur le sport, pourquoi on fait du sport, ouais, effectivement. Ouais, tout à moi, fait. mon vrai, j'ai un besoin d'indépendance et je me dis que je vais être prêt à tout. Et donc voilà, bref, et tout ça pour dire que le sport Hyrox, c'est pas difficile. Ça dépend comment tu abordes. Et après, nous, le format, c'est pas une optique de se dire on veut absolument avoir tout le monde. C'est qu'on a une optique de se dire, en fait, tout le monde doit faire du sport. La vision que j'ai du sport, c'est la vision que Hyrox a du sport. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est que quand ils m'ont demandé si je voulais reprendre ce marché-là en France, ils m'ont laissé carte blanche parce qu'ils avaient compris que j'avais compris ce qu'ils voulaient et ce qu'ils représentaient. Et aujourd'hui, si on met des Young Stars, si on met des adaptives, c'est parce que tout le monde doit avoir le droit à sa compétition. Et tout le monde doit faire du sport parce que le sport, c'est, encore une fois, c'est apprendre à se connaître, apprendre à connaître ses limites. Quand je suis arrivé trop loin, qu'est-ce que me dit ma tête de faire? Est-ce que ma tête me dit d'arrêter avant? Est-ce que ma tête me dit de continuer? Et tout ça, ça te permet d'avancer. Et si notre gouvernement, parfois, pas que en France, mais partout, on n'est pas toujours très bon dans l'éducation physique des enfants, Hyrox, de par ces Young Stars, va donner envie à des enfants qui souvent vont, par mimétisme, imiter leurs parents, commencer à s'entraîner aussi pour ça. Aujourd'hui, on le voit. Je suis du coup allé à Amsterdam pour voir la première édition des Young Stars et un peu parler avec des gens qui étaient sur place. Évidemment, je crois qu'il y avait 95% ou 98% de parents qui étaient déjà athlètes, qui avaient peut-être un peu poussé au départ leurs enfants pour les faire. Mais juste, ils partagent. Aujourd'hui, les parents, on peut se dire, je vais à la salle, m'entraîner avec mon enfant. Et ça, déjà, en plus de ça, on apporte encore socialement un truc qui est formidable. Ouais, complètement. Et tu vois, pour moi, l'Hyrox, vraiment, il y a le côté communautaire que j'ai trouvé ultra présent, ultra marqué. Par rapport à d'autres sports que tu peux faire, pour moi, il y a trois trucs. Tu as la performance quand même, le côté communautaire et le côté vraiment entertainment. On en parlait tout à l'heure, mais ce côté communautaire, tu le ressens, quoi. Ouais. Quand tu vas à un événement, quand tu vas à une salle, quand tu parles à des gens qui font les Hyrox, tu ressens ce truc-là. Ouais. Et ça rentre complètement là-dedans de se dire, en fait, l'Hyrox, c'est aussi un peu, ça peut être un sport familial que tu fais avec tes enfants. Bien sûr. Et ça, c'est incroyable. Moi, c'est fou. Ouais, là, j'ai qu'une envie, c'est faire des gosses et les amener avec moi, quoi. Non, ils vont être bons. Ouais, non, vraiment. Alors, tu as raison, Max. Il y a vraiment l'Hyrox, on voit que ça a trouvé son public, notamment parce qu'aujourd'hui, il y a des chiffres de croissance qui sont ultra importants. Est-ce que tu peux peut-être nous rappeler les grands chiffres? Alors, peut-être dans le monde, tu vois, je ne sais pas si tu as une idée du nombre de courses qu'il y a dans le monde, du nombre de pays dans lesquels il y a des Hyrox. Et peut-être aussi ce que la France représente à l'échelle mondiale, parce que je crois que c'est un des pays où on est quand même très en avance sur l'Hyrox, justement. Au niveau chiffres, c'est très simple. On est donc sur les 5 continents, présents partout. On est aujourd'hui à 120 villes dans le monde, présent dans 120 villes. On a une target de 150 villes en 2027. Évidemment, il y a des villes qu'on veut exploiter, mais qui sont aujourd'hui sujets à des problèmes diplomatiques qui ne permettent pas d'y aller, peut-être pas d'ici 2027, mais on a en tout cas targeté 150 villes dans le monde
qui nous paraissent représenter les plus grosses villes et les plus attractives villes du monde. En France, on a 6 événements, donc dans 5 villes différentes, puisqu'on a 2 fois Paris, Porte de Versailles et Grand Palais. Et on est un des plus beaux marchés, des plus gros marchés mondiaux. Les US sont devant, évidemment, parce que c'est un continent, donc c'est au-dessus. Les UK sont aussi devant nous parce qu'ils étaient le fer de lance à Irox après le Covid, quand ça a dû reprendre. Et que les Anglais, ils adorent ça. La France, on est là, derrière. On attire beaucoup. Alors, on arrive à transmettre en France ce côté authentique et français. Il transparaît dans ce qu'on communique, en tout cas, sur nos événements pareils, et c'est les retours qu'on a. Et aujourd'hui, les partenaires, on le voit aussi, c'est une marque appelée, c'est au vu des partenaires qui veulent rejoindre l'histoire. Aujourd'hui, on est le 2e pays après les US qui avons vendu tous leurs partenariats titres par événement. Donc nos 6 events ont eu leur naming acheté par des partenaires. Okay. Ce qui est la plus haute sphère dans le partenariat Irox, c'est une marque. Donc on a eu Fitness Park à Paris, on a eu Intersport Bordeaux, on a eu là à Nice, on a eu TSE, on a Lucie qui prend Toulouse, on a Maybelline New York qui prend Paris Grand Palais et on a Créapure qui prend Lyon. On a tous nos événements titres qui ont été vendus. Mais ça, c'est encore une preuve d'attachement à la marque. Et moi qui suis très actif sur LinkedIn depuis presque un an, je l'ai développé un peu cette image de Irox en parlant un peu plus. Et je me rends compte que les marques, elles sont hyper attirées par ça. Et je prends beaucoup de réponses de marques sur LinkedIn. Et c'est cool parce qu'en fait, on arrive à construire des histoires entre les marques et nous qui sont magnifiques. Et on a juste envie de reprendre les events et de les refaire encore et encore. À Nice, TSE, ils ont fait un travail de fou furieux. Ils ont investi l'événement. Ils avaient créé des groupes de hooligans avec des grands drapeaux, des tas de géances. Ils avaient fait des animations tout le week-end. Ils avaient fait un planning, des écharpes. Un partenaire comme ça, c'est un partenaire qu'on a vraiment envie d'avoir derrière nous, avec nous. Donc ouais, en France, on est un marché qui plaît. Tu penses qu'il y a des... Parce que moi, j'ai vu, il y a après un an, Moritz, qui est un des fondateurs du coup de l'Irox, qui expliquait que le marché US, alors c'était le plus gros aujourd'hui, mais il a eu du mal, je crois, à le développer, alors que c'est un marché qui est unifié. Tu as un peu le sentiment que les Américains sont assez acculturés aussi au fitness, et pour autant, c'était assez compliqué. Alors qu'en France, le sentiment que j'ai d'extérieur, c'est que ça a été peut-être plus rapide et plus facile. Est-ce que toi, il y a tu as identifié avec tes équipes, en dehors du talent indéniable que vous avez eu à développer le marché, mais tu as identifié peut-être aussi des leviers culturels qui font que le marché français ça a vraiment bien pris en France? Pour revenir sur les US, ce qui est marrant, c'est qu'après le Covid, donc Irox se crée en 2017, première cause 2018, Covid, arrêt total. Et donc je te dis, c'est les UK qui ont été le fer de lance après le Covid. Donc Irox est reparti grâce aux UK. Mais ils avaient targeté les US. Ils sont allés aux US et là-bas, c'était un flop. Donc, en effet, on se disait, putain, là-bas, c'est là-bas où il faut aller. À Irox, ça a parlé. Et en fait, gros flop parce que US, trop grand, trop d'offres, trop de machin, trop de trucs. Et du coup, c'était impossible. Donc, ils sont revenus, UK. Ils sont concentrés en Europe et ça fait que 1 an et demi qu'on est reparti aux US. Mais avant ça, c'était s'il n'y était pas. Et nous, pour ce qu'on a fait, c'est qu'on a... La question, c'est comment on a vu... Est-ce que tu as identifié des facteurs qui expliquent, peut-être même plus culturel, tu vois, qu'en France, l'Irox, ça a vraiment bien pris, alors que même en Allemagne, ce qui est comme le berceau historique de l'Irox,
moi le sentiment que c'est quelque chose qui est huge comme en France. Ouais. On a eu une strate de base avec Héloïse qui est au marketing chez nous. Donc, quand on a commencé, tu te mets à une terrasse de café, tu te mettais à une terrasse de café. Sur 100 personnes, tu en avais peut-être une et demie qui savait ce qu'on était Aerox. On s'est dit, en 2 ans, on veut la même terrasse, 100 personnes, il faut qu'au moins 95 répondent, on connaît Aerox. Bingo, on a réussi à le faire. Comment? On s'est dit, OK, bon, Aerox, c'est tout le monde. Tout le monde peut le faire. Donc, on va nommer des ambassadeurs qui représenteront tout le monde. Un chef cuisinier, un pilote de Formule 1, un athlète, un coach, une femme, une maman, plein de profils. Et le but, c'est de leur dire, OK, aidez-nous à créer cette marque, aidez-nous à démocratiser, parce que vous allez voir, il y a un vrai truc, il y a un vrai levier, les gens vont adorer. Et même vous, ça va vous donner un peu une posture, ça va vous donner ce côté un peu de challenge sportif qui est assez cool à voir aujourd'hui chez les influenceurs. Souvent, ils adorent faire ça. Et du coup, on a targeté pas mal 15 ou 20 personnes au début qui nous ont accompagnés pendant 1 an et qui étaient là pour justement parler dans différentes strates à différentes communautés. Et c'est comme ça qu'on a touché beaucoup de monde. Ok, donc multiplier les points d'entrée sur Exactement. des cercles différents. Exactement. Ok. Et après, évidemment, quand tu restes dans des palais, des expos, à Bordeaux, Nice, même Paris, tu restes quand même dans l'inconscient collectif de ceux qui ne pratiquent pas, un sport un peu de brut qui fait ça dans des hangars, tandis que si là tu fais dans un lieu un peu plus culturel et historique, là tu parles à plus de monde. Donc Grand Palais est arrivé et le Grand Palais a signé l'explosion, en tout cas au niveau international de Aerox, parce que là, en fait, on n'était plus dans le hangar Porte de Versailles, on était au Grand Palais. Là où 1 an avant les JO avaient lieu, là où 1 an avant, c'est Tony Estanguet qui était en train d'opérer. Là, c'est qui? C'est Aerox. Et ça a vraiment donné un coup de projecteur, mais immense. Et surtout, une désirabilité de la marque et du sport, par les marques aussi, mais par tout le monde. Alors là, on est quoi en 2023, 2024, 2023. Le sport est encore relativement naissant, tu vois, c'est pas encore ultra bien connu en France. T'expliques qu'il y a une stratégie donc communautaire avec les ambassadeurs, etc. Mais comment tu arrives à convaincre un peu tout le monde, que ce soit les partenaires, le Grand Palais, les pratiquants aussi, de se dire, bah, les gars, demain on va faire un événement au Grand Palais pour un sport qu'aujourd'hui, je prends l'exemple de la terrasse de café, il y a peut-être 5 personnes sur 100 à cette terrasse qui le connaissent. Je pense que là, c'était vraiment de l'acharnement de ma part. Ok. Tu sais, quand tu as un truc auquel tu crois, Ouais. comme le film dont je te parlais tout à l'heure. Moi, j'y croyais pas, mon pote y croyait, et il a fait un truc de fou, et fine. Le film, c'est Nothing But Running que tu as fait Exactement. au Grand Rex, c'est pas longtemps. Ouais. J'y croyais, mais dur comme fer. Dur comme fer. Et j'avais cette position, en plus d'amener ça en France, donc il y avait une mission, c'était vraiment le développer. Donc j'y croyais, j'avais les rênes pour pouvoir développer ça de façon la plus facile et la plus autonome possible. On était 2, donc il n'y a rien qui nous empêchait. Déjà, il fallait convaincre les salles de sport. Parce que le cœur de l'écosystème, c'est l'événement. Et qui vient à l'événement? Les personnes qui s'entraînent. Mais les personnes qui s'entraînent, elles vont où? Elles vont dans les salles de sport qui sont affiliées à Aerox. Donc pour que les salles soient affiliées, il faut déjà qu'elles entendent parler de nous. Donc moi, à l'époque, j'avais un van Aerox. J'ai commencé à prendre mon van et j'ai sillonné la France pour aller taper à toutes les salles de sport. Et leur dire bonjour, tu connais Aerox, bonjour, tu connais Aerox. Et j'essayais de convaincre les gens et les éduquer à ce qu'était Aerox. Ouais. Là, on est en quelle année à peu près? 2023. 2023, ok. Et tu as pris les rênes de l'Aerox France en 2020? Non, 23. En août 23, j'ai commencé. Ok. Officieusement, j'avais commencé au mois de mai. Officiellement, le 1er août. Et premier événement a lieu en octobre 23. Et là, j'étais juste en mission. J'ai fait du porte-à-porte dans toutes les salles que je pouvais trouver. T'étais accueilli comment à l'époque par les gérants de salle? Ils voyaient le potentiel ou... Non, bah, après, je suis un mec qui est assez cool. Je suis un mec qui fait du sport, donc en soi... Ouais, tu parles le même langage. Voilà, on parle pareil. C'était convaincre. Mais en fait, des cours de cardio, j'en fais déjà chez moi. Pourquoi Aerox?
Donc c'est pourquoi Aerox. Le point bloquant au départ, c'est pourquoi moi je suis une salle de CrossFit, des cours de cardio, j'en fais déjà. Les gens ils adorent, j'en fais déjà. Pourquoi j'irais prendre parce que l'événement, parce que si, parce que toi, j'ai développé un argumentaire à l'époque que j'ai oublié aujourd'hui, mais à force de prendre des portes, tu développes ça. Donc ça prend des choses. Donc un peu de persévérance, en sachant que ce que je proposais, c'était vraiment pas côté de la plaque, loin de là. Il y avait aussi un objectif économique, parce qu'aujourd'hui, une salle affiliée qui dit je suis à Aerox, derrière, les gens qui veulent s'y entraîner, mais les cours de Aerox sont full, de chez full. Ouais. Donc on gère plus de l'affluence que du manque d'athlètes, tu vois. Et après, il y a eu le Grand Palais. Le Grand Palais, c'est une strate différente. L'histoire qui est drôle, c'est que le fondateur de Aerox, Christian, il me dit au départ, Max, j'ai créé ce sport pour qu'un jour, on soit dans un lieu comme le Grand Palais. Aerox doit finir là-bas. Ouais, j'ai la vision là-dessus. C'est un génie. Ouais. C'est un génie. Moi, je l'appelle le Steve Jobs du sport. Okay. Steve Jobs a inventé l'iPhone, lui, il a inventé Aerox. Juste pour rappeler un peu le contexte général, donc Aerox a été créé par Moritz et Christian. Ouais. Moritz qui est un ancien champion olympique de hockey, ouais. Et Christian qui était un ancien entrepreneur à succès, notamment dans le sport et l'événementiel. Ouais. Et il y a une anecdote que j'aime beaucoup sur toi, c'est la rencontre que tu as faite avec Christian, il me semble, à l'aéroport. Oui, de Barcelone. Exactement. Tu peux peut-être la raconter, je trouve ça vraiment pareil, ultra inspirant comme anecdote. Ben, en effet, moi, c'est à l'époque où j'amenais des groupes d'élèves de ma salle de sport faire des Aerox dans nos pays, parce qu'il n'y avait pas en France. Là, on était à Barcelone, on avait fait la compétition, on prenait l'avion retour le dimanche, et dans les 30 personnes que j'ai ramenées, il y avait un des gars qui connaissait de loin Christian, et un ami en commun. Et il se trouve que Christian prenait l'avion pour rentrer à Paris aussi, donc le même que nous. Mon ami le voit, il va le voir, il se présente, il parle et il dit « Ouais, tu sais, c'est lui qui nous a amenés, tu vois. » Et donc, il me présente. Et Christian me dit « Ah, mais c'est toi le Frenchie, on m'en parle de toi depuis quelques mois, apparemment, t'emmènes du monde un peu partout en Europe. » Et je dis « Oui, c'est moi. » Ah, bah, trop bien, trop cool. Et bah, écoute, je prends l'avion pour Paris. Si tu veux, demain, on se voit à ta salle. Et du coup, il prend l'avion. Le lendemain, lundi matin, 10h, on se rencontre, on se voit. On parle pendant, je sais plus, une ou 2 heures et il me demande ce que je fais, mon parcours, machin, assez poli, il prend mes coordonnées et puis voilà, tu vois. Et 2 mois après, il m'envoie un message en me disant « Écoute Max, on a pris une décision, on est prêt à ouvrir le marché français et on a besoin d'un gars comme toi pour le gérer. » Je fais « Ah !» Sympa. Donc je l'appelle et lui, voilà, on a pensé à toi et tout, qu'est-ce que t'en penses, tout ça. Je dis, bah écoute, ouais, pourquoi pas, il faut voir les conditions, enfin, c'est assez, c'est beaucoup quand même, tu vois. Et il dit, écoute, viens au siège à Hambourg demain, et on en parle. J'étais à Paris, je fais, ok, d'accord, donc je prends l'avion pour aller à Hambourg, je vais au siège d'Aerox, sauf qu'au siège, à l'époque, c'était 12 personnes. C'est genre les 2 fondateurs, Maurice qui faisait le marketing, tu avais Christian qui faisait un peu le business development, tu avais des équipes logistiques, enfin un comptable, c'était équipe restreinte. Et d'avoir un mec comme moi qui, depuis 1 an et demi, a sillonné l'Europe avec des gens pour Aerox, alors que en fait à l'époque leurs produits ils n'étaient pas encore validés, tu vois. Ouais, tu étais un des first believers dans le produit, ouais. Ils cherchaient aussi ils cherchaient des mecs comme ça. Produit, ouais. Moi je suis arrivé bon endroit, bon moment et ouais. C'était ma chance, tu vois. Ouais, ouais. Et du coup il me dit ok vas-y, j'ai dit ok ben vas-y on se lance, why not, et on s'est serré dans la main, on a dîné ensemble, il m'a dit voilà ce qu'on va faire. Tu montes une équipe, tu prends un bureau et allez-y. Du coup, à l'époque, ils t'ont donné un budget, j'imagine, pour relancer le marché. Il a dit, allez, vas-y. Ok, carte blanche. Vas-y. Ok. Ouais. Et depuis, je n'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit quoi que ce soit. Ok. Et justement, c'est quoi les relations que vous entretenez avec parce que le siège est toujours en Allemagne, ouais. d'Aerox. Est-ce qu'il y a des choses qu'ils vous demandent et que vous leur donnez? Enfin, comment ça s'articule les relations avec le siège? En gros, nous, notre but ultime, c'est d'avoir un standard. Donc la course de Paris, c'est la même course que New York, que Dubaï, que Mexico, peu importe. Pour ça,
il ne faut pas que chaque pays prenne ses initiatives. Il faut répondre à un cahier des charges global. Ce cahier des charges-là, il est déterminé par le global à Hambourg. Et tous les standards, tous les process sont déterminés par Hambourg. Nous, on est le relais par pays. Et notre but à nous, c'est d'adapter la communication au pays pour parler à notre public et faire en sorte que les événements soient le plus remplis possible. Mais l'événement sportif en lui-même, la partie sport, c'est pas moi qui l'invente. Je réponds à un cahier des charges que l'on m'a donné et auquel on m'a appris à faire face. Ok. Donc nous, on est assez libre. Du standard, quoi, Aerox. Le standard sportif, oui. Okay. Ce qu'il y a autour, on commence à avoir des standardisations, mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ne parle pas un public français comme un public anglais, comme un public allemand. Donc on a les mains assez libres sur ça, tu vois. Ok, ouais, t'es chargé d'adapter la stratégie aux marchés locaux, aux spécificités, le côté authentique dont tu parlais sur la France tout à l'heure. Par exemple, ce matin, j'ai eu TF1 Prod, je crois que c'est comme ça, qui cherche à pitcher à Netflix France un live au Grand Palais en 2027, suite d'un documentaire qui serait diffusé sur Netflix en France. Ça, c'est une décision qu'on va prendre en France et qui ne va pas nécessiter que le global nous dise quoi faire, tu vois. Nous, on va respecter des standards, des guidelines de marque, mais après, nous, on sait qu'en activant cette partie-là, c'est bénéfique pour notre marché. On est responsable de notre marché, tu vois. À la fin, on nous donne des directives, mais on est responsable de notre marché. S'il n'y a pas si on ne remplit pas les events, si on ne vend pas les tickets, bah, c'est nous qui sommes responsables. Ouais, tu vois, c'est marrant parce que là-dessus, c'est quasiment presque de la vente de droits médias que tu fais donc à Netflix. C'est comme une ligne de revenus qui vient s'ajouter en fait au PNL, donc ça a un impact aussi sur ce que peut faire le groupe aussi derrière. Oui, oui, mais parce que le groupe négocie avec Netflix au global. D'accord, ok. Mais on est encore en début des négociations, tu vois. On a parlé ce matin, on a mis mais c'est un truc, tu vois, par exemple, qui s'active en France. Ouais, ok, c'est l'activation. Ouais. Ok, super clair. Est-ce que tu vois maintenant que tu as l'Aerox, c'est ce que c'est aujourd'hui, donc beaucoup de gens le connaissent, que vous avez une grosse croissance. Il y a des choses avec le recul que tu aurais aimé savoir ou que tu aurais peut-être fait différemment avec le recul et la sagesse que tu as aujourd'hui sur tout ce que tu as fait depuis 2023? Ou est-ce qu'au contraire, tu as le sentiment que tout s'est bien aligné, que la stratégie a bien suivi son cours et que tu referais grosso modo la même chose? En termes d'animation du réseau Aerox, j'aurais pas grand-chose à reprendre parce qu'on est une boîte. Aerox c'est jeune. Et nous, on a grandi avec Aerox, on s'est structuré avec Aerox, on a encore une structuration globale, donc on est encore là-dedans. Et je pense qu'on a fait tout ce qu'on pouvait faire pour répondre à tout ça. Et aujourd'hui, le public nous le rend assez bien. On est ravis des retours et franchement, c'est top. On n'a qu'une envie, c'est encore donner et toujours plus. Ce que j'aurais aimé peut-être avoir un peu plus, c'est peut-être une notion de management. Parce que arriver avec des équipes où tu passes de 2 à 3, puis 4, puis 9 aujourd'hui, comment gérer ça du mieux possible, c'est un truc qui aurait été peut-être que j'aurais aimé connaître. Aujourd'hui, je me documente beaucoup, j'essaie d'apprendre, mais c'est des choses qui s'apprennent. Donc j'apprends sur le tas. Parce que toi, ton quotidien, typiquement, alors j'imagine que tu n'as pas de semaine type ou même pas de journée type, mais si tu devais peut-être donner des grandes catégories de choses que tu fais au quotidien, ce serait quoi en tant que Head of Aerox en France? Tu as une phase déjà de la planification, tu planifies tes saisons. Là, par exemple, je suis sur la planification des saisons 2028-2029. Ça, c'est une partie qui est pas évidente parce qu'on a, nous, notre calendrier avec nos matos à nous, notre matos à nous qui peut pas être en même temps à Londres et à Bordeaux. Tu vois, il faut s'accorder sur le planning perso. Mais ce planning perso s'accorde aussi avec le planning des lieux dans lesquels on veut aller.
Donc, c'est pas tout le temps disponible. Donc, tu as ce jeu un peu de... Ouais. à Tetris trouver. un peu, ouais. Tout à fait. Là, ça, c'est une première chose. Après, tu as la préparation d'un événement. Aujourd'hui, un événement, c'est entre 40 et 50 000 personnes sur 4 à 5 jours. Ouais, c'est énorme. Ce qui est beaucoup, c'est des équipes de montage qui composées de 20 à 30 personnes. C'est des juges, c'est des bénévoles. On parle de 1200 à 2000 bénévoles. On parle d'une soixantaine de juges. Au tout, un événement, c'est quand même 2000 personnes qui travaillent, 40 000 personnes qui viennent. Ça ne se prépare pas en 2 semaines. Donc, les événements auxquels qu'on va avoir là bientôt, je les prépare depuis le mois d'août dernier. Pareil, c'est quels sont les intervenants, quels sont négocier les deals avec les organismes médicaux, négocier les deals sécurité, négocier tout à négocier. Négocier avec les lieux d'accueil, l'organe général, la coordination avec les équipes. Ouais, donc tu as quand même vachement de cordes à ton arc. Tu as vraiment plusieurs casquettes différentes que tu as dû apprendre, j'imagine, aussi beaucoup sur le tas. Bien sûr. Ouais. Moi j'ai la chance, et je le dis aujourd'hui à Irox, c'est qu'ils m'ont appris un métier. Je n'étais pas producteur d'événements à la base. Aujourd'hui, je produis des événements au Grand Palais. Je sais comment produire un événement. Je sais à qui faire appel. Je sais s'il faut faire appel à la technique, s'il faut appel à la lumière, qui aller voir, comment parler, qu'est-ce que c'est une box de 3 kW de 32 ampères, qu'est-ce qu'il faut, si tu veux brancher ça, c'est des choses que j'ai dû apprendre. Et ça, c'est aujourd'hui un événement, c'est aussi un plan. Donc, on m'a appris à faire des plans sur AutoCAD. Et donc, tout ça, c'est des choses qu'on fait au quotidien. C'est l'organe général et la production d'événements, c'est vraiment beaucoup de choses. Ok, on arrive à un moment donné que nos spectateurs aiment beaucoup, c'est un moment tableau blanc. En fait, c'est assez ludique. Je vais donner la tablette et je vais te demander 2 choses. C'est de nous donner les principaux postes de coûts de l'Aerox en France. Et l'autre partie, c'est sur tes revenus. C'est quoi les différents flux de revenus de l'Aerox? Je pense qu'il y a le ticketing, tu dois avoir peut-être un peu de merch, du sponsoring, peut-être de l'affiliation de salles. Voilà, donc je vais te laisser la télé, c'est d'accord? Pour que tu puisses nous dessiner tout ça dessus. Pendant que professeur Maxime se prépare, on en profite pour vous rappeler que CrossLayers te fait gagner une paire de Puma Nitro Elite 4. Pour ça, rien de plus simple, écris-nous simplement en commentaire qui tu voudrais qu'on invite pour un prochain épisode. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour que ta participation soit bien prise en compte. Le tirage au sort aura lieu le 11 mai, donc bonne chance à tous. Et alors, on peut commencer, si tu veux, Max. Est-ce que tu pourrais nous lister déjà les principaux coûts que tu as quand tu prends ton PNL Aerox en France? C'est quoi que tu vois apparaître comme grande ligne? En gros, tu as premier poste, évidemment, le venue, le hall d'accueil. D'accord. Donc ça, c'est lié à l'événement. Ouais, la location pure. Ok. Il faut louer l'espace où on va. Typiquement, un truc comme Grand Palais, on parle de quoi? Ça m'a 7, 8 chiffres? Non, plutôt 6. Plutôt 6 chiffres, ok. Ouais. D'accord. À ça s'ajoutent des frais techniques. Frais techniques, c'est là, j'ai la location pure, j'ai un appartement nu. Ben, l'appartement, je dois le meubler pour recevoir un public. Donc, c'est meubler un événement, c'est donc avoir des sorties électriques pour tous les partenaires, pour tous mes équipements, partout. C'est avoir une équipe médicale qui soit là sur tout l'événement, c'est avoir de la sécurité, c'est avoir une équipe de ménage qui soit là pour chaque jour. C'est avoir du Wi-Fi, c'est avoir de la climatisation, c'est avoir de l'aération, c'est avoir du chauffage s'il en faut. Qu'est-ce qu'on a? On a... Ouais, c'est à peu près tout, c'est frais techniques. Donc ça, c'est On a relié à le branding l'événement. aussi, la signa, branding, Donc sur les l'éclairage. 4-5 jours d'événement, enfin, par exemple, Grand Palais, c'est 5 jours hein, cette année C'est d'événement. 5 jours, ouais. Ouais. Et en gros, les frais techniques représentent environ 45% du coût total de la location. Ok, ouais, c'est énorme. Ouais. Et à ça, tu rajoutes le staff. Donc là, c'est tes employés, donc le staff qui est pas bénévole, mais aussi les bénévoles qu'il faut, j'imagine, nourrir. Un bénévole, ouais, coûte de l'argent, Ouais. en effet. Un bénévole, il a une place offerte à un Aerox, Ok. il a un discount chez notre partenaire Puma, il est nourri, il a un t-shirt,
Ouais, il coûte un peu. On a le staff qui est payé aussi, le montage, démontage, les gens qui travaillent sur l'événement. Donc ça, c'est le staff. Et ouais, c'est 3 gros postes, on va dire, la location, les frais techniques et le staff. Après, tu as la logistique aussi, parce que nous, un événement, c'est 12 semi-remorques qui arrivent. Sur les 12 semis, tu vois, on monte le mardi matin à 8h, mardi, mercredi, jeudi, on commence. Le dimanche, on finit à 22h30. À 22h35, on commence le démontage. Le démontage se termine à 3-4h du mat'. Les camions chargés repartent sur un autre événement. Et le mardi, c'est une autre ville qui commence. Le matériel Aerox, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, tu as pas mal d'ergs, c'est les rameurs, même les sleds, tout le matériel qui est propre aux stations que tu appelles fonctionnel. Qui est la propriété? C'est Aerox HQ ou vous avez du matériel Non, en propre par pays? HQ. Ouais. C'est Ouais. le siège. Ok, Ouais. ok. Donc ils redispatchent ensuite en fonction des dispos, comme tu évoquais, entre différents Ouais, pays. on a aujourd'hui 6 kits en Europe. Un kit, c'est 12 semis. Ok, attends, c'est On a énorme. 6, ouais. Ouais, ok. Ouais, donc tu as ça aussi en poste de coût important, tout ce qui est logistique. Exactement. Ok. Et après, tu as du coup aussi ce qui est lié au staff. Tu as l'hôtel, tu as le traiteur sur place. Aujourd'hui, un traiteur, là aujourd'hui, on parlait encore pour le Grand Palais, c'est 3200 repas sur 5 jours. 3200 repas. Un repas, c'est là où on négocie, c'est entre 14 et 20 euros pièce. Putain, c'est impressionnant, c'est un savoir-faire de fou de savoir faire des événements comme ça. Ça s'apprend. Ouais. Je suis pas né, j'ai pas fait d'études là-dedans. C'est du simple bon sens. Et moi, j'ai organisé avant des événements de moindre envergure. Ça reste le même principe, mais c'est vraiment du bon sens. Et je pense que c'est juste, OK, comment je fais pour avoir ça? Comment je fais pour avoir ça? Qui est-ce que je demande? Et surtout, le vrai truc, c'est ne pas hésiter à demander de l'aide. Genre, si tu sais pas, c'est pas grave. Un mec qui sait pas, qui se tait, il va aller dans le mur. Un mec qui sait pas, qui demande, il va être encore meilleur parce qu'il aura appris un truc et qu'il aura quelqu'un d'autre qui l'aura épaulé. Il aura pu aussi apporter sa pierre à ce truc-là. Tu vois, Complètement. Ouais. Enfin, ce qui est vrai d'ailleurs pas que pour les événements, mais en pour général moi, dans la vie. Ouais. la vie, c'est le bon sens. J'ai un mur, est-ce que je rentre dans le mur encore et encore ou est-ce que... Ah, attends, il y a une porte ici. Pour rester sur la partie événementielle, Max, maintenant que tu as l'expérience là-dedans, que tu as fait le Grand Palais, difficile de faire beaucoup mieux. Qu'est-ce qui, selon toi, différencie un événement plutôt mid et un événement exceptionnel comme ceux que vous avez pu faire notamment au Grand Palais? C'est quoi les ingrédients que tu mets dans la recette? Tu vois, à Nice, il y a 2 semaines, on a fait un événement qui était décrit par beaucoup comme un des meilleurs événements qu'on ait fait en France. Et c'est marrant que tu me poses ça, ça fait 2 semaines que je me demande pourquoi Nice a été un des meilleurs. Il y a 2 choses, donc le staff, les gens qui bossent, il faut absolument qu'ils aient la même envie que les gens qui vont venir. Parce que c'est eux qui vont aussi leur... Les gens ont peur quand ils viennent parfois, ils sont stressés et tout ça. Donc un bénévole, un juge qui t'encourage et qui t'aide, c'est beaucoup et ça fait beaucoup. Donc déjà, il faut que le staff soit dans de bonnes conditions. À Nice, le staff, si le venue était là, l'hôtel était là. On ne se rend pas compte, mais c'est un détail qui fait la différence. Un truc que j'ai aussi appris, c'est que avant un événement, ça durait un jour. Donc les équipes de montage, la veille, leur filaient des pizzas. Nous, on mangeait des pizzas le midi et c'était pizza le lendemain et basta. En 3 jours, pizza, bon, ça allait. Aujourd'hui, la nourriture, c'est... Moi, j'arrive le lundi, je repars le lundi sur un événement. Donc, je mange toute la semaine hors de chez moi. Donc, aujourd'hui, le traiteur, on a un traiteur à chaque événement qui fait midi et soir. Il faut qu'il soit laser. Parce que quand on fait des shifts de 8 heures sur un debout, on n'a qu'une envie, c'est de manger un plat qui soit réconfortant. Jusqu'au Grand Palais, il y a 1 an, j'avais négligé cette partie-là, qui aujourd'hui est l'une des parties les plus importantes chez moi. Okay. Donc le staff, quand l'hôtel est proche, quand la bouffe elle est bonne, déjà ça, t'es content. Si le brief a été bon, si la communication, si tu as toutes les infos qu'il te faut, tu n'arrives pas dans l'élan, le staff, il va être bien.
Donc le facteur clé de succès, c'est vraiment avoir un staff qui Faut soit que le staff soit à bien. l'aise. Faut que le staff soit bien pour accueillir. Ensuite, qu'est-ce qui rend l'événement attrayant pour le public? Alors là, à Nice, on était en février, il faisait 15 degrés, grand soleil. Donc déjà, t'arrives, t'es content. T'as des grands palmiers devant. C'est magnifique. Le lieu, c'est pas un hangar clos avec sans fenêtres, c'est un dôme avec la lumière naturelle qui vient du ciel. Magnifique. Les gens ont envie d'être dehors souvent. Faire du sport dedans, c'est pas souvent. Il y en a qui préfèrent le faire dehors. Et du coup, d'avoir un dôme ouvert, ça a rendu la course assez folle. Le flot du public, s'il n'y a pas d'attente nulle part, ça c'est parfait. Si j'attends pas, avant on avait des crossing points, donc il fallait traverser la piste de course à des endroits spécifiques pour rentrer dans la zone, que j'ai décidé d'enlever à Nice. Aujourd'hui on met des ponts qui passent au-dessus de la piste. À Nice on n'avait pas la place. Donc on a trouvé un autre moyen de faire entrer les gens dans la zone sans traverser, par des escalators qui allaient chercher tout au fond du lieu et qui les faisaient descendre dans la... Ça, en fait, au début, c'était un vrai... j'ai dit à Romain qui s'occupe du montage, je lui ai dit, écoute, si le jeudi soir, on se rend compte que ça ne marche pas, qu'on ne peut pas avancer, on va recréer un crossing point. J'en ai pas envie, mais on va le faire. Et finalement, ce flow a été parfait. Il n'y a pas eu d'attente du tout. Et ça a rendu l'expérience fluide. Il fait beau. Le hall est cool. Il n'y a pas d'attente. Ça descend parfaitement. C'est nickel. À ça, tu y ajoutes les foot courts. Vraie ambition d'avoir un foot court de qualité, des produits de qualité. On bosse avec un mec qui s'appelle Thibaut, qui bosse chez Starving Club, qui a 2 restaurants à Paris, qui nous fait la foot depuis 1 an. Il est au top, les gens ils vont chez lui, ils sont contents, c'est bon, c'est frais, les produits ils sont sourcés. On a 2 autres partenaires qui font des açaïs, des cookies protéinés qui font un travail de fou. Et depuis 1 an, on les récupère à chaque fois, donc c'est-à-dire que les gens voient une récurrence, ça les rassure aussi. Du branding, de la signa, en fait, j'arrive, je sais où aller, tu vois. Ouais, en fait, t'as vraiment ce côté, de ce que je comprends de ton discours, c'est vraiment... de ce que je retiens, c'est enlever le maximum de friction possible pour que l'expérience soit la plus fluide et la plus naturelle pour le participant, mais aussi pour ton staff. Ouais. Donc c'est vraiment retirer toutes les frictions que tu as autour de l'événement. Il faut vraiment... Ouais, c'est ça. Je veux arriver à l'événement, staff ou public, je sais ce que je fais. Donc ça, la communication de public, c'est sur les réseaux. On fait un live avant qui nous explique déjà comment ça va être. Donc les gens, s'ils suivent, ils savent déjà où est-ce qu'ils vont aller, où est-ce qu'ils peuvent se diriger. Sur place, c'est clair, c'est précis. Et tout ça, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est que je pense aujourd'hui, à Nice, on avait bien préparé l'event. C'est ce qui a joué en notre faveur. Donc ça, Max, c'est tes coûts principaux que tu as résumés ici. Donc maintenant, si je prends l'autre partie, donc, qui sont tes principaux postes de revenus, même chose, est-ce que tu peux nous les lister et donner un peu le mix, tu vois, de tes revenus? Le cœur, l'écosystème, j'ai dit, c'est l'événement. Donc c'est revenus liés au billet. Donc ça, tu dis, tu as en France 6 événements à peu près, qui représentent combien de participants? 20 000. 20 000 par 18, événement? 20, ouais. Ouais, ok, putain, c'est énorme. Et le prix moyen, je crois que c'est quoi? C'est 130 €, quelque chose comme ça? 120, ouais. Ouais, 120, ok. Et dans les événements, donc tu as le prix du ticket? Athlète. Tu as le prix du billet, donc c'est athlète. Et tu as le public. Okay. Il y en a autant de public, le billet c'est environ 10 €. Et dans le billet athlète, tu as aussi des options, si je ne dis pas de bêtises, sur le pack photo, l'innovation flexible, qui est en fait de l'upsell sur ton prix. Ça, tu as beaucoup de gens qui prennent comme ça des packs, quoi. Okay. J'ai plus les chiffres en tête, mais il y en a beaucoup, ouais. Ok. Ouais. Et il y a aussi l'option de prendre le pack après la course. Donc ça, on a le merch. Le merch, c'est le shop. Ouais. C'est avec vos partenaires comme Puma ou... On a vraiment, c'est Puma, mais on l'appelle Aerox World, donc c'est un vrai magasin. Il y a
Les chaussures, il y a des goodies, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a eu Terragun, les Terraboli. Il y a des City Collection à chaque fois, donc des t-shirts brandés que pour la ville. Brodés que pour la ville. Donc ça part très vite tout le temps. Il y a des bracelets de sudation, tu as des casquettes, tu as vraiment tout. Ça, c'est aussi une part de revenus sur événements. Et après, nous, on a un moindre revue, mais il y a le pourcentage que l'on prend sur les stands de foot qui s'implantent. Ok, du sharing sur les partenaires. Ok. Et dans l'événement, il y a aussi la partie sponsoring. Tu parlais du naming tout à l'heure, qui est un peu le Saint Graal. Un partenaire sur l'événement, en effet, il peut clairement choisir plusieurs niveaux de sponsoring. Et il y aura des droits associés qui seront différents. Donc ça, c'était revenu lié à l'événementiel, donc aux courses Aerox. Est-ce que tu as d'autres flux de revenus dans l'année? Comme par exemple, peut-être les salles de sport qui sont Les salles de sport, c'est en effet le deuxième gym affilié. Hop. Alors comment ça fonctionne ça, l'affiliation Aerox? Qu'est-ce que vous donnez et qu'est-ce que vous recevez concrètement? En gros, nous, ce qu'on donne, premièrement, c'est l'image de marque Aerox. Donc, mettre le nom Aerox sur une salle, aujourd'hui, c'est assez attrayant. Les gens veulent aller s'entraîner parce qu'ils veulent se préparer. Mais c'est pas que ça. Donc, on ne va pas prendre du vent. Donc, on a une plateforme qui délivre une prog quotidienne, une prog que tu peux envoyer directement sur tes écrans. Il y a des outils marketing, il y a des outils de newsletter, des outils de communication. Il y a un accompagnement. Il y a Jean-Baptiste qui gère les salles affiliées en France et de la mise en lumière toutes les semaines sur nos réseaux. Le mardi affilié, on essaie de mettre les salles en lumière. Il y a une map qui regroupe les salles affiliées en France. Il y a une ouverture de billetterie anticipée 24 heures à l'avance pour les affiliés. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont inclus dans ce pack affilié. Et on demande en échange un fee de 120 € par mois. Ouais, ce qui est pas énorme. 120 € par mois qui aujourd'hui à Paris est moins qu'un seul adhérent dans une salle. C'est rien. Donc non, c'est pas grand-chose. Et comment tu t'assures tu parlais de standard de qualité qui est, j'ai l'impression, quelque chose d'important pour Aerox. Comment tu t'assures que toutes les salles vont respecter justement ces standards de qualité que vous voulez imposer, c'est pas le bon terme, mais que vous voulez mettre en place à Aerox? On peut pas le faire. On peut vraiment pas se déplacer dans chaque salle. Mais en fait, le discours, c'est celui-là. C'est que demain, tu as une salle de sport. Que tu es à Aerox ou pas, ce que tu veux, c'est sortir du lot et te sortir de la guerre qu'il y aurait entre tes différents concurrents. Tu vois. Donc, qu'est-ce que tu vas faire pour attirer? Tu vas te dire, là, chez moi, je fais de la boxe. Je suis une salle de boxe. Si je fais de la boxe, le mec qui veut faire de la boxe entraîner, il vient chez toi. Mais s'il vient chez toi, qu'il n'y a pas de sac et qu'il n'y a que des gants qui sont pourris, la pub, c'est pas pour le sport, la boxe, c'est pour ta salle qui va être mauvaise. Donc une salle demain qui s'affilie, moi je veux m'entraîner à Aerox, trop bien, j'y vais. Le ski est pété. Il n'y a pas de tapis pour pousser, il n'y a pas de sled. Il n'y a pas de rameur. Les ball, il n'y a pas de 9 kilos, mais moi je veux faire en pro. En fait, c'est pas Aerox qui va prendre cher, c'est plutôt la salle on va se dire, j'ai pas envie d'y aller, tu vois. Donc nous, on peut pas le contrôler, mais en revanche, on dit à chaque salle, soyez consciente que si vous prenez l'affiliation, il y a un statut derrière qu'il faut assumer. La pub peut être très bonne, comme elle peut être très mauvaise. Et ça, aujourd'hui, certains le comprennent. Il y en a qui jouent pas le jeu, mais c'est pour elles. Et tu as combien de salles aujourd'hui qui sont affiliées à Aerox en France? 1050. J'imagine un chiffre qui est en pleine croissance. On est passé de 12 en 2023 à 1050 à...
Ouais, c'est des chiffres qui font plaisir, ça. Tu sais, j'ai fait des tours en voiture en France. Donc, Carrément. Tu as évoqué l'événementiel, tu as évoqué donc, les salles. Est-ce qu'il y a d'autres sources de revenus là, qui ne sont pas mentionnées? Ou alors d'autres peut-être que tu vois apparaître et qui ne sont pas encore aujourd'hui? Tu n'as pas eu de droit média tout à l'heure. Typiquement, est-ce que c'est un truc que vous voulez développer? bah, c'est ce qui peut être envisagé. Ouais. Clairement, ouais, c'est ce qui peut être envisagé. Aujourd'hui, il y a des compètes. Bon, d'ailleurs, on peut ouvrir un peu la parenthèse sur la scène professionnelle Aerox, parce que enfin, c'est assez méconnu, je trouve encore, notamment auprès du grand public, mais c'est que tu as quand même une scène professionnelle Aerox qui se structure, qui évolue. Il y a même des modèles économiques qui se créent autour de ça. Et notamment, tu as des athlètes élites qui sont les meilleurs athlètes mondiaux, qui font différents majors dans l'année jusqu'au Worlds, Ouais. qui a lieu une fois par an. Vous savez, c'est à Stockholm, il me semble. Cette année, ouais. Et ça, c'est parfois diffusé sur YouTube. Ouais. Alors moi, je sais que je kiffe regarder ça, je trouve ça trop bien. Euh, Est-ce que tu sais si c'est un deal qui a été dealé avec YouTube pour qu'ils aient l'exclu là-dessus, ou est-ce que c'est vraiment purement opportuniste? Et deuxième question, est-ce que justement, il n'y a pas vocation un jour à vendre ces droits médias, à vendre cette IP, qui est forte, hein, parce que la DA visuelle est impressionnante, tu as du lore, tu as du narratif, tu as des combats entre différents athlètes, c'est assez dingue. Donc, tu as une vraie IP, quoi. Est-ce que vous avez vocation derrière à vendre ça un jour à un diffuseur? Globalement, je ne peux pas te dire, j'ai pas les négos à ce niveau-là. Moi, je sais que j'ai des demandes très régulières de boîtes de prod qui souhaiteraient produire, diffuser. Aujourd'hui, on est sur une logique on met en avant que les courses élites et on rediffuse que ça parce que on n'a pas encore acté que les gens auraient envie de regarder une compète qui dure 4 jours avec des inconnus et qui est-ce qu'on filme, comment on les filme, tu vois, c'est un truc qui aujourd'hui, on n'est pas certain que ça fonctionne. Donc les courses élites, oui, mais ça, en effet, c'est une production maison, on va dire. On essaie d'avoir nos mêmes équipes qui vont produire l'événement, la diffusion. Je ne sais pas encore où les négociations ont lieu. En tout cas, nous, ce qu'on sait, c'est comme tu dis, moi, je trouve ça hyper stylé à voir comme compétition. Et du coup, comme là, aujourd'hui, c'est commenté qu'en anglais, on est en train de chercher des commentateurs français qui pourraient suivre le live et on pourrait le diffuser sur notre chaîne YouTube. On développe là une chaîne YouTube en France et du coup, on aimerait diffuser les lives en français. Ah, c'est marrant, c'est en modèle créateur économie, tu fais un commentary ou un react sur Ouais, un truc qui a lieu en live, ok, Ouais. trop cool. ouais, Ah, c'est un levier de fou. Ouais. Et tout à l'heure, tu vois, je t'évoquais le fait que pour moi, l'Aerox, en tout cas, c'était performance, communauté, et le troisième point, c'est entertainment. Moi, je l'ai senti. Viens au Grand Palais. Là, Ah, j'y étais l'an passé, non, j'ai mais trouvé là, ça. celui-là, Ah, j'y participe aussi, moi. bah, tu vas voir, viens le vendredi soir, on a un nouveau Ok. concept. C'est les relais de nuit. Bah, justement, je voulais te parler de ça, j'en ai entendu parler, et même au-delà de ça, je voulais comprendre ce que vous mettiez en place pour développer ce côté, tu vois, chaud. Parce que, alors pour ceux qui sont jamais venus à un événement, t'as un DJ, tu vois, une DA visuelle qui est assez forte, t'as les stands qui sont très bien intégrés, il y a effectivement des initiatives que vous avez là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place pour développer ce côté vraiment chaud, quoi? On veut que les gens qui soient sur place, qui soient là, et ils passent un moment incroyable. On veut que l'événement, je te dis, c'est vraiment le cœur. Il faut qu'il soit attractif, il faut qu'il soit sexy. Et il faut aussi se dire que les deux fondateurs, ce sont des gros fêtards. Ils adorent ça. Il y a même Maurice qui pensait à faire une 9e station, c'est quand tu sors, tu vas directement boire un coup. Ouais. Non, c'est ce genre d'idée qu'ils ont, c'est vraiment, ça leur ressemble. Et eux, le show, la fête, ça fait partie de l'ADN, tu vois. Et, Ok. et le sport, c'est le sport, mais le sport se célèbre. Et on parle quand même de 2, 3, 4, 5 mois de entraînement, de je mange bien, je dors bien et je fais pas d'excès. Quand tu fais ta compète, il faut la célébrer, tu vois, il faut fêter ça. Et du coup, nous, on veut ça. Et on veut absolument que toute la course soit animée par un speaker, soit animée par un DJ qui soit ouf. Et quand on a l'occasion d'avoir des lieux d'exception comme le Grand Palais, bah, qui dit lieu d'exception, c'est activation d'exception. Donc là, on a un concept au Grand Palais qui s'appelle le Friday Night Relay. Et donc le vendredi soir, on aura des relais qui vont avoir lieu entre 20h30 et 1h du matin
Là, on est en train de travailler sur une DA visuelle qui est juste incroyable. Donc, il y aura des surprises musicales aussi. On va faire un truc de fou. Et en fait, ce relais, ce qu'on veut, c'est qu'on veut clairement presque l'isoler et se dire c'est un événement. Si on pourrait avoir un DJ hyper connu, on vendrait même ça pour tu fais ta course avec un DJ genre David Guetta qui vient, tu vois. Là, cette année, on est en phase de test. On va essayer d'animer au mieux et de voir comment le projet et le produit il fonctionne. Et pour l'an prochain, l'upgrader encore plus, tu vois. Ouais, c'est incroyable. Et moi, ça me fait aussi penser à un truc. En fait, ce que je trouve très smart avec l'Aerox, c'est que j'ai le sentiment que d'un côté, vous arrivez à élargir un peu vos clients potentiels. On a parlé par exemple des différentes catégories que vous avez, des youngstars qui ont été mis en place. Et de l'autre côté, pour les gens qui sont déjà un peu plus convaincus de l'Aerox, qui ont déjà testé le format, à proposer de nouvelles expériences en dehors des courses. Et là, j'ai vu que vous lanciez aussi il n'y a pas longtemps la Aerox Cruise, qui est une croisière aussi, sous un format qui est, pareil, tu vois, assez dingue, très expérientiel. Et j'ai pas de questions, mais c'est juste pour te dire que, on sent que vous avez envie de développer autre chose que juste, en fait, on fait juste une course, quoi. Et que tu as vraiment tous ces à côté-là, créer une expérience, avoir quelque chose de très communautaire. Et en fait, ouais, comme tu l'as dit un peu tout à l'heure, tu vois, créer des souvenirs forts, quoi, un truc que tu te rappelles à vie. Et ça, c'est très fort. C'est le but, c'est vraiment c'est ça, créer des souvenirs. Ouais. On veut que et par le sport. Le sport est encore c'est le sport, on crée des souvenirs, pas seulement en profitant d'une soirée, mais en profitant d'un événement sportif avec des gens que l'on aime, dans un état de dépassement, de challenge qui va au-delà de ce qu'on peut trouver dans des rassemblements classiques. Tu vois, le sport, ça te permet t'es à nu, tu vois, t'es vraiment au bout de toi-même, tes émotions que tu vas chercher, tu te déchires pour un truc. Et ça, ces souvenirs-là, ils sont encore plus forts. Et donc, si derrière ça, ce qu'on te propose, il est aussi à la hauteur, mais c'est différent, ça sera encore plus intéressant de le vivre. Max, on arrive bientôt à la séquence question de la commu. Juste avant de finir cette partie, donc tu as évoqué tout à l'heure les sources de revenus, donc l'événementiel, tu as évoqué les salles, tu as évoqué un peu le merch, on a évoqué un peu les droits médias, donc peut-être un jour qui va arriver. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont pas présents, qu'on n'a pas cités, que tu vois apparaître? Non, le merch c'est sur Event, mais maintenant c'est aussi hors Event. Donc ça, c'est aussi une source autre. Et non, ça reste à peu près tout. Et dernière question là-dessus, c'est quoi toi le KPI, ce que tu traques au quotidien? Tu vois un peu ton North Star Metrics, ce que tu regardes le plus souvent, limite toutes les semaines, le truc que tu traques quoi, avec tes équipes? C'est souvent, c'est rapide, mais c'est les ventes de billets. Mais là, aujourd'hui, par exemple, on a mis en vente un 5e jour au Grand Palais. 3200 places. 5 minutes. Quoi. 5 minutes. Ouais. 5 minutes. Ah, c'est fou. Ouais. Mais est-ce que tu expliques aussi que ce sentiment de rareté, parce que c'est vrai que c'est pas facile d'avoir une place pour l'Aerox, ça participe aussi au fait que c'est aussi prisé, aussi demandé, tu vois, le fait que ce soit pas facile en fait de faire un Aerox. Ouais, il faut jouer avec ça parce que c'est pas facile. Quand tu passes d'un sport où tu as 3000 personnes il y a 3 ans, où tout le monde a son billet, et que même moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de question d'avoir pas de billet. J'achète une place, j'y vais. Et on est 50 places, on y va. Là, aujourd'hui, ce qu'on faisait il y a 3 ans, impossible. Moi, si je organise une sortie avec 50 personnes, c'est compliqué d'avoir tous une place. C'est mission impossible. Donc, il y a ce sentiment, moi, qui était, putain, fait chier, quoi. J'ai envie que tout le monde le fasse. Et ce que j'ai pas aimé, en plus, c'est que les gens sont devenus méchants. Sur les réseaux, ils sont devenus méchants, agressifs entre eux. Ils sont insultés pour des places, pour un sport. Attends, tu veux dire, ceux qui ont eu des places versus ceux qui n'ont pas eu, c'est ça? Sur les réseaux, c'est parti. Donc, on arrive à un moment où c'était la frustration de part de place. Elle était tellement forte qu'elle a occasionné des réactions très dures. Ouais, donc il faut que tu arrives à trouver juste le milieu entre les deux. Là, j'ai l'impression que ça se calme un peu, mais il y a eu une période, il y a 1 an, où c'était la folie totale. Après Grand Palais, c'était un truc de fou.
Paris-Porte de Versailles, 5 jours, on a tout vendu en 20 minutes, 18 000 places. Ouais, puis les files d'attente, souvent tu te rends compte, Ouais. t'as 20 000 personnes connectées en même temps. C'est... Paris, 100 000. Non, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même 100 000 personnes qui veulent une place. J'ai l'impression que vous n'avez pas encore totalement touché, tu vois, ce qui était vraiment votre marché final. Parce que c'est dur de dire, de mon point de vue, hein, mais la profondeur du marché réel, parce que tant que vous avez en fait aujourd'hui une demande qui est bien supérieure encore à l'offre que vous pouvez proposer, c'est compliqué de te dire jusqu'où tu peux aller, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'on ajoute des jours Ouais. en plus. On essaie de voir où est-ce qu'on peut aller, mais là, on parle de 7 jours à Paris en décembre, tu vois. Trop cool, bah merci Max pour tout ça. Là, on va passer aux questions de la communauté. On a eu plus que pas mal, beaucoup de questions les gens ont su que tu venais. J'en ai retenu 4 que je vais te poser. Alors, la première question, c'est Lauriane qui l'a posée. Quid de l'Aerox aux Jeux Olympiques? 2032, voilà. C'est officiel? Non, on vise 2032. La World Tree nous a pris sous sa gouvernance pour nous aider à faire en sorte que Aerox devienne un sport olympique. Juste pour info, c'est la fédération de triathlon. Oui, mondiale, ouais. Ok. C'est ça. Ok. Et on a, sportivement, on a ce qu'il faut. On a un sport qui est une course qui est mesurable. Qui est adapté et accessible à tout le monde, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, handicapés. Toutes les sortes de handicaps sont acceptés. Il y a des rulebooks qui détaillent tout ça. Donc on a la partie sportive qui correspond. Maintenant, c'est de la structure autour de ça qui permettrait d'en faire un sport olympique. C'est en ça que la World Tree nous aide à avancer. Et nous, on a vraiment le target 2032 en tête. Et si je ne dis pas de bêtises, l'annonce sera faite cet été sur les sports qui seront acceptés. Donc, à voir si cet été on est sélectionné ou pas. Mais a priori, on touche tout le bas possible. C'est plutôt en bonne voie. C'est plutôt en bonne voie, j'ai l'impression. Je ne sais pas à quel point le comité olympique est pointilleux et quels sont les prérequis exacts, je ne peux pas dire, mais en tout cas, on a les bases solides pour si ce n'est pas 2032, ce sera prêt. Incroyable, incroyable. Rapide, il faudrait voir la stat je pense entre le sport, c'est écrit en 2017. Ouais, je suis d'accord. Si 2017-2032, si c'est le cas. Je vois pas d'autres sports. Moi, il parle du pickleball ou du paddle, tu vois, aux US, mais c'est pas encore confirmé. Et encore, c'est beaucoup plus vieux que ça, le paddle. Non, vous serez, je pense, un des sports les plus... On verra. Recordman, quoi. Question de Clément, cette fois, sur LinkedIn, qui nous dit « Les chronos en élite et en pro deviennent de plus en plus affolants. Est-ce que vous avez pensé à changer le format? Plus de run, plus de distance, plus de poids, faire différentes catégories pour rendre la compétition plus dure et redistribuer les cartes ?» Non. Non, on n'a pas prévu de changer le format. Au contraire, c'est ça qui... C'était toujours les critiques qui étaient présentes au début, il y a 3 ans, et qui aujourd'hui ont fait la force. Au début, c'était on va pas changer, tu vas faire le même format tout le temps, mais attends, mais tu vas t'ennuyer, c'est chiant, machin. En fait, non. Et en effet, les chronos s'affolent parce que les gens s'entraînent et découvrent ce sport. Il y a 3 ans, on était tous des sportifs de sports différents qui allaient faire de l'Aerox. Là, aujourd'hui, les gens font de l'Aerox comme prépa. Donc, forcément, on est meilleur. Non, le but, c'est pas de changer. Mais c'est encore accessible. Hein. Même si c'est haut, c'est encore accessible. Je me suis qualifié il y a 1 an. Championnat du monde ? Ouais, je suis allé à Chicago le faire. Enfin, je bossais, mais aussi je l'ai fait. Là, je n'ai pas dit mon dernier mot encore pour cette année. Un solo ? Solo ou duo, je vais voir, mais plutôt duo, je pense. Parce que solo, je suis pas... Là, solo, c'est affolant. Ouais, mais en duo, on est en duo pro à Bordeaux, on est sur un 57-21 avec mon binôme. Donc, ce sont des stats qui sont intéressantes, duo pro. Donc, autre question de Vincent, cette fois sur Instagram. Est-ce qu'on peut s'attendre à plus de compétitions en outdoor, surtout l'été ? Non.
Pas pour l'instant, en tout cas, c'est pas dans les plans et on n'a pas l'équipement pour. Ok. Un équipement, nous, aujourd'hui, c'est indoor. Et en fait, il ne peut pas du tout subir les intempéries. Et en fait, moi, j'ai qu'une envie, c'est faire ça en extérieur. Ce serait un gros kiff. Sauf que maintenant que je me rends compte, je signe des contrats pour 2028 aujourd'hui, qui m'assure qu'en 2028, en juin, il fera beau, il va pleuvoir. Je ne peux pas jouer sur 20 000 tickets vendus, sur un ciel bleu, d'autant plus qu'aujourd'hui, le temps, il fait ce qu'il veut, donc on ne sait jamais s'il fait beau ou il pleut. Donc, dans l'état, dans les choses actuelles, c'est pas prévu. Ok. Et le run extérieur est envisageable, comme à Berlin. À Berlin, ouais. À Milan, ils l'ont fait aussi, il y avait une partie de run extérieur. Ça, c'est dans un aérodrome, ouais. C'est ça, ouais, c'est fou. Une des plus belles, je te la conseille. Incroyable. Je vous la conseille. Et dernière question, c'est Laure qui nous l'a posée. Une question un peu générale pour conclure. Comment est-ce que tu vois l'évolution de l'Aerox dans les 5 prochaines années? Alors, et j'élargis un peu la question aussi, peut-être. C'est quoi peut-être les objectifs que vous avez, que vous fixez pour les 5 prochaines années à l'échelle France en tout cas? L'échelle France, déjà là, j'ai 2 villes en tête que j'aimerais aller essayer. D'autres villes qu'on n'a pas fait parce que là, on reste sur des villes qu'on connaît déjà. Il y a d'autres villes que j'aimerais essayer. Et en fait, le gros enjeu pour nous, c'est d'assurer le standard Aerox en France au plus haut niveau. Et moi, je veux faire la France un des plus beaux pays Aerox dans le monde, donc que les standards de qualité soient les meilleurs. Et là où c'est difficile, c'est que les standards de qualité ne sont pas les mêmes qu'il y a 3 ans. Donc, s'assurer des standards, c'est être tous les 4 mois, 5 mois en renouvellement de process pour essayer les nouveaux concepts de relais. On va avoir des LED, on va avoir différents speakers, les briefs qu'on fait au MC, tu vois, tous ces standards-là évoluent tellement tout le temps. C'est que moi, mon but, c'est vraiment de rester au mieux du mieux en essayant de toujours, en m'adaptant toujours à ce qu'on fait de nouveau. Et ça, c'est mon ambition, elle est vraiment d'assurer une qualité la plus totale et d'engager le maximum de personnes en France parce que je suis intimement persuadé que ce sport, il est juste fou pour tout le monde et qu'en fait, je le vois, cette compétition est tellement intense, accessible, challengeante, le partage que tu as avec les personnes à qui tu es fait, que derrière, quand tu débutes le sport, que tu te mets un challenge comme ça, tu n'as qu'une envie, c'est revenir encore plus fort. Et donc le cercle vertueux qui est créé par rapport à ça, qui est juste incroyable. Et moi, mon but, ma mission depuis toujours, c'est de mettre les gens au sport. Je veux que les gens, la société fasse du sport. Des petits aux grands. Et Aerox, pour moi, c'est l'outil parfait. J'ai un peu l'impression que le principal concurrent de l'Aerox, c'est pas forcément toi, notre organisation, notre sport, c'est plus le fait de rester immobile ou juste de pas bouger, tu vois. Ouais. Et, parce que c'est vrai que ça combine comme un peu tout ce que tu fais, le run, le fonctionnel. C'est un peu le format ultime, entre guillemets. Ouais, c'est vraiment, c'est ce qu'on fait tous déjà, en fait. Si on veut être un humain bien conditionné et bien dans sa tête, c'est les mouvements qu'on peut retrouver. Et alors j'ai une dernière question pour toi, parce que tu m'y avais fait penser là quand tu as parlé des villes que tu veux ouvrir. Moi, un secteur que je connais bien, c'est l'e-sport. Et je sais qu'en e-sport, tu as pas mal de compètes aussi dans des villes qui durent aussi plusieurs jours. Et les retombées économiques, elles sont énormes pour les villes. Enfin, tu vois, Lyon, ils ont eu une compète il n'y a pas longtemps. On parle de plusieurs dizaines de millions d'euros de retombées pour la ville. Est-ce que vous arrivez aussi à chiffrer les retombées économiques quand tu organises un événement dans une ville, pour la ville? Pas encore. Pas encore. C'est un sujet actuel, d'avoir de la data sur ça justement, parce que en effet, une ville, on y fait venir 40 000 personnes qui se logent, qui vont manger, qui prennent des taxis, qui consomment. Et c'est une grosse manne économique qu'on n'a pas encore chiffrée, mais qu'on a envie de chiffrer. Là. Ça va être colossal.
Justement, j'aimerais bien. Ouais. Non, mais Je te partagerai les chiffres là, sur non, mais l'e-sport. C'est je suis intéressé parce qu'en fait, on a aussi redéveloppé le sport tourisme. complètement. Les gens Ah, complètement. aujourd'hui, enfin moi je pars partout en Europe et je le faisais déjà et on part facilement faire sa compète et pas que un week-end. Et moi je faisais comparatif avec Nice parce que Nice il se plie en quatre quand l'Ironman arrive là-bas et je dis mais les gars, Ironman, ok mais c'est combien de personnes qui participent? 5 ou 7 000 personnes qui font Ironman à Nice. Pourtant, les hôtels au garde à vous, les restaurants au garde à vous, tout le monde garde à vous, la ville est bloquée. Nous, on arrive sur 5 jours avec 40 000 personnes. Ici, 7 à Ironman. Les gars, nous aussi, on a le droit d'avoir ce que d'autres pourraient Ouais, avoir. Tu vois. complètement. On le mérite, je pense. On le mérite. On est autant bénéfique que certains, voire plus. Donc, quand on aura des chiffres, là, je commence déjà à sensibiliser un peu en parlant avec mes contacts, en leur disant, là, vous vous rendez compte ce que c'est, ce qui vient, machin. Mais jusqu'à présent, et là, ça commence à changer. Moi, à l'époque, quand je te dis le Grand Palais, par exemple, que j'ai pas raconté l'histoire tout à l'heure, mais quand je suis arrivé au Grand Palais, c'est quoi votre événement? Et pendant 1 an et demi, 2 ans, ça a été qu'est-ce que c'est Aerox? Ouais, t'as évangélisé le Personne marché. personne ne comprenait, c'est quoi votre truc? Et les premiers événements que j'ai faits, j'ai dû faire un table blanc comme toi, prendre les gens à qui on avait bossé sur place, leur expliquer clairement ce que c'était. En prenant 2 heures d'explication, c'était jamais suffisant vis-à-vis de la tornade qu'ils prenaient sur place, en mode il s'est passé quoi là? Ouais, Donc, c'est vraiment l'événement, ton arme massif quoi, de ouais. conversion. Ouais, ouais. Et du coup, Comme en e-sport. donc il faut que ça switch un peu, que les gens comprennent. Là, c'est le cas. Et j'espère ouais, que les villes vont prendre conscience. Et ouais, on va voir ça, on va suivre Ok. ça. Mais en tout Nice. cas, ça en a fait un levier qu'on n'a Ok. pas activé encore. Trop cool. Et pour conclure, du coup, Max, 3 questions qu'on pose aussi à tous nos invités, assez rapides. La première, c'est le pire conseil qu'on t'ait donné jusqu'ici. Le pire conseil qu'on m'a Ouais, le donné, pire conseil que t'as entendu ou qu'on t'ait donné. j'ai pas de conseil, Ok, mais juste la critique en général qui est ok. critiquée. C'est de critiquer, ok. Si t'es pas assez fort, parfois ça peut te donner un manque de confiance en toi, tu vois, ça peut te ralentir. Ok. Donc la critique peut être aussi un mauvais conseil. Non, est-ce qu'il y a une leçon, un principe que tu as appris et que tu veux aujourd'hui transmettre aux gens qui vont regarder la vidéo? Moi j'ai un principe de vie, c'est de se lever très tôt. Ok. Et en fait j'ai fait ça un jour après mon accident, parce qu'il y a cette histoire c'est le miracle morning, je sais pas si tu vois ce que c'est. En gros, l'idée c'est de se dire que si ta journée commence à 8h30, en général on va se lever à 7h30, parce qu'on sait qu'on met 20 minutes de petit-déj, 10 de douche, et qu'après on va au bureau et on va direct au bureau. Le miracle morning, c'est se dire que je ne vais pas me lever à 7h30 pour 8h30, mais je vais peut-être me lever à 6h30, parce que la demi-heure que j'ai avant, c'est une demi-heure que je vais allouer à ce que j'aime faire. Et ce qui me fait du bien, et ce que j'ai envie de faire tous les jours. Ben, en fait, ça, c'est... j'ai commencé par ça il y a 8 ans. J'ai commencé à me lever, je pense, j'ai passé la barre de 7h, donc 6h45, en lisant un petit peu. Parce que je me disais, si je lis tous les jours un quart d'heure, c'est mieux que 1 heure le week-end que peut-être je n'aurais pas. Donc c'est vraiment une discipline que je me suis mise tous les matins, avant une routine, de choses qui me font du bien, de préparation de ma journée, de planification. J'anticipe tout et quand je démarre ma journée, je fais tout ce qui me plaisait. Je suis ouvert, je suis réveillé, je sais où je vais, je sais ce que je vais avoir. Je suis prêt à affronter la journée parce qu'elle est travaillée, parce que mentalement j'ai lu, mentalement j'ai fait du sport, donc je suis bien. J'ai plus de poids sur la journée. La journée, elle déroule avec son lot de choses préparées et de choses qui peuvent arriver sur le tard comme ça. Mais au moins, j'ai pas le sentiment en fin de journée de me dire j'ai pas le temps parce que je suis pas frustré, j'ai tout fait avant. Et ça, pour moi, c'est le meilleur des principes que j'ai appris et qu'aujourd'hui je respecte encore. Ça fait 9 ans, 8 ans. C'était 6h45.
Aujourd'hui, c'est 4h50 tous les jours. Ouais, c'est impressionnant. Et juste, je peux plus me lever après. J'aime trop ce moment-là. C'est le moment de la journée où il n'y a personne, il n'y a que moi. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de... C'est un livre, c'est un café, c'est préparation de la journée. Enfin, vraiment, je réfléchis à tout. Et ça, il y a un truc que je voudrais pas oublier, c'est ça. Ok, bah Max, merci, c'est un super conseil. J'espère qu'on pourra tous l'appliquer, mais Ouais. je suis assez d'accord. Se garder du temps comme ça qualitatif. Donc toi le matin, c'est Et un qu'on très est bon sûr conseil. d'avoir, tu vois, parce Et que t'es sûr qu'après, d'avoir, ouais. t'as raison. Bah Max, merci beaucoup. C'était t'en vraiment un prie. plaisir de t'avoir dans Merci l'émission. à toi. C'était un plaisir vraiment, Maxime. Donc merci mille fois. Pareillement, merci à toi et longue vie à Crosslayers. On espère que t'as passé un super moment en la compagnie de Maxime en découvrant les coulisses de l'Aerox. Les différents réseaux de Maxime sont en description, donc n'hésite pas à aller y faire un tour. Et n'oublie pas non plus le jeu concours pour gagner une paire de Puma Nitro Elite 4. Tous les détails sont en description. Je te dis à très vite sur Crosslayers.